Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Billet, France Innovation. Bienvenue à ce webinaire ADEME dans le cadre du PIA. Alors très rapidement, je vais passer la parole à Astrid Guinet et à Mathieu Brandibat. Quelques petits points d'ordre technique avant de commencer. Vous avez un petit module questions qui se situe sur le petit module de la solution webinaire que nous utilisons. Vous avez possibilité de poser des questions donc, à l'écrit. On traitera les questions en fin de présentation d'Astrid et de Mathieu. Des questions très spécifiques à la thématique de votre projet n'auront pas forcément vocation à être traitées dans le cadre du webinaire. Elles pourront être traitées en parallèle par mail par l'équipe d'Astrid et Mathieu. Donc, on va éviter des questions très spécifiques. On sera plutôt des questions d'ordre général sur l'appel à projet. Bien entendu, par défaut, comme vous êtes très nombreux en plus, vos micros sont coupés pour éviter tout bruit parasite. Nous sommes dans un contexte tous de confinement, donc si vous entendez des bruits d'enfants, c'est pas étonnant non plus, ça fait partie de la vie et on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien par ailleurs. La thématique du webinaire, c'est action démonstrateur et territoire de grande ambition. Je laisse la parole de suite à Astrid et ensuite ça sera Mathieu. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Astrid Guinet, je suis chef de projet au sein des investissements d'avenir de l'ADEME. Alors, ce webinaire aujourd'hui est dédié à un panorama assez complet donc des différents appels à projets du programme d'investissement d'avenir opéré par l'ADEME. Et bien entendu, donc l'objectif est de vous présenter toutes les modalités de financement et de candidature. Alors, en préambule, quelques mots sur l'ADEME, donc Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, donc qui a pour mission de participer à la mise en place des politiques publiques dans le domaine de la transition énergétique et écologique, avec un rôle d'expertise et de conseil, et aussi un rôle de financement de projets innovants, notamment à travers son rôle d'opérateur du programme d'investissement d'avenir. Donc, depuis 2010, l'ADEME est opérateur du programme d'investissement d'avenir, piloté par le secrétariat général pour l'investissement. Ce sont environ 57 milliards d'euros aujourd'hui qui ont été déployés en 3 phases. Aujourd'hui, nous sommes dans le 3e volet du programme d'investissement d'avenir. Et donc, avec pour ambition de financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire et permettre à la France donc d'augmenter son potentiel de croissance et d'emploi. Donc l'ADEME, on va dire opérateur du secrétariat général pour l'investissement sur les sujets donc, de la TDE, avec aujourd'hui 750 projets financés, 300 projets portés par des PME pour un montant d'aide alloué de 2,5 milliards d'euros. 4 plusieurs grandes thématiques sont opérées, les sujets de transport et mobilité, les sujets de production d'énergie renouvelable, de stockage, de systèmes électriques, les sujets d'économie circulaire, de déchets, d'efficacité énergétique dans le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, les sujets de bioéconomie et de chimie digitale. Donc, à travers l'ADEME et le programme d'investissement d'avenir, nous nous positionnons en tant qu'aide d'État, c'est-à-dire un mix de subventions et d'avances remboursables, sachant que les prises de participation et d'intervention en fonds propres ont également pu être réalisées. Donc, je vous laisse passer la slide, s'il vous plaît. Encore, s'il vous plaît. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous retrouvez tous les chiffres que j'ai mentionnés donc, et les différents domaines d'intervention de l'ADEME. Naturellement, la présentation vous sera communiquée ultérieurement au webinaire. Je vous propose de passer à la slide suivante. Alors, aujourd'hui, dans ce 3e volet du programme d'investissement d'avenir, le PIA se décline en 3 actions structurantes pour la T2E. Le programme Concours d'innovation Innove, qui est spécifiquement dédié aux projets monopartenaires portés par des PME ou startups, sur des projets se situant entre 600 000 € et 5 millions d'euros de coût projet. Donc là, on est vraiment sur un dispositif
simple, rapide, avec des financements octroyés à partir de 6 semaines à l'issue du dépôt de la demande d'aide, sur des thématiques qui sont renouvelées tous les 6 mois et avec une clôture le 12 mai prochain sur les thématiques, donc ENR, réseau stockage, industrie, agriculture, eau et biodiversité et transport et mobilité. Sachant que ce dispositif, concours d'innovation innove, est coopéré avec l'opérateur BPI France qui, sur cette vague 5, opère les thématiques santé, et plus spécifiquement situation d'urgence, numérique Deep Tech, cybersécurité, French Fab et alimentation durable pour la santé. Une seconde action, donc aujourd'hui qui nous intéresse plus particulièrement, est l'action démonstrateur et territoire d'innovation de grande ambition, qu'on appellera DETIGA ou démonstrateur. On se situe sous des projets monopartenaires ou multipartenaires qui doivent amener à la réalisation d'un démonstrateur à l'échelle 1 à l'issue du projet. En cas de projet multipartenaire, le coordonnateur doit nécessairement être une entreprise. Mathieu Brandiba vous expliquera plus précisément les modalités de dépôt. Donc, on se situe ici sur des coûts projets supérieurs à 2 millions d'euros minimum pour l'ensemble des partenaires et une action qui se décline en 3 appels à projets. Un appel à projet système énergétique, ville et territoire durable qui traite de tous les sujets sur la production d'énergie, la transformation, la consommation et la valorisation d'énergie, les sujets de bioéconomie, protection de l'environnement et les sujets économie circulaire, éco-efficience dans l'industrie, l'agriculture et l'eau. 3 appels à projets que l'on va appeler génériques, qui se clôturent le 20 janvier 2021. Et à côté de ces 3 appels à projets viennent des appels à projets plus spécifiques ou appelés des appels à projets flash qui sont ouverts sur une période plus courte et qui visent à répondre à des problématiques très spécifiques. Donc, à ce jour, on a un appel à projet ouvert sur les déchets du bâtiment, réduction de la quantité de déchets au sein des chantiers, augmentation des taux de recyclage. Et puis, on va avoir un appel à projet qui ouvrira prochainement et qui visera à répondre aux problématiques qui ont été remontées par l'écosystème de l'hydrogène dans l'AMI, l'appel à manifestation qui s'est clôturé le 15 avril dernier, intitulé « Projet innovant d'envergure européenne ou nationale sur la conception, la production et l'usage du système à hydrogène ». Enfin, une 3e action que je ne vais pas détailler car aujourd'hui elle n'a pas réouvert. Il s'agit de l'action au transport et à la mobilité. Voilà pour les 3 principales actions, les 3 actions du PIA opérées par l'ADEME. Slide suivant, vous avez donc le calendrier où vous retrouvez l'ensemble des dates de clôture des appels à projets mentionnés, sachant que les 3 appels à projets de l'action démonstrateur d'ETIGA, les 3 premiers que vous voyez dans ce calendrier, sont au fil de l'eau. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que, naturellement, vous pouvez déposer votre projet sans attendre la clôture du 20 janvier 2021. Les projets, dans ce cas, sont instruits dès qu'ils sont déclarés complets. Alors que les autres, typiquement les projets sur les déchets du bâtiment ou les projets concours d'innovation, eux, sont vraiment traités aux dates de clôture indiquées. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, vous retrouvez ici un schéma qui vous permet de visualiser les différents AAP du PIA ADEME en termes de maturité souhaitée, de caractère collaboratif ou non, et de montant de projet. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que donc, les 3 appels à projets démonstrateurs, et également le concours d'innovation innove, vous voyez, le niveau de maturité exigé en fin de projet
est élevé, de l'ordre du TRL 9, de sorte à assurer une commercialisation dans les 2-3 ans maximum à l'issue du projet et garantir un remboursement à l'État de la partie avance récupérable des aides, avance remboursable des aides octroyées. Vous pouvez également noter un bloc intitulé ADEME Investissement. En vert, il s'agit donc d'une société récemment créée qui vise à financer en fonds propres et non en aide d'État des projets d'infrastructures innovantes de type première commerciale dans le domaine de la transition écologique et énergétique en cofinancement minoritaire sur des tickets à partir donc de 2-3 millions d'euros jusqu'à peu près 40 millions d'euros. Donc une slide spécifique en fin de présentation vous sera présentée. Alors voilà pour le panorama global. Je vais laisser donc Mathieu Prandiba vous présenter plus spécifiquement l'action démonstrateur, ses modalités de dépôt et de financement, et puis je reprendrai la main sur la troisième partie. Bonjour à tous. Cette action est une action qui est générique. Quand je dis générique, c'est qu'elle est effectivement découpée aujourd'hui en 3 grandes thématiques. Vous avez donc des appels à projets économie circulaire et coefficience dans l'industrie, l'agriculture et l'eau. Son acronyme est ECEI. Vous avez également un sujet sur la bioéconomie et la protection de l'environnement, pour l'acronyme BioEnv, et les systèmes énergétiques, villes et territoires durables, SEVTD. Ces 3 appels à projets aujourd'hui visent différentes priorités. Donc, comme vous voyez que c'est écrit, le programme d'investissement d'avenir vise à accompagner des entreprises pour la transition énergétique. L'objectif, c'est essentiellement d'aider des entreprises, donc, qui peuvent être ou non accompagnées de différents partenaires, les partenaires étant des autres demandeurs d'aide, et pas simplement des partenaires comme on pourrait l'entendre dans le langage courant. Ces différents projets doivent permettre de développer des solutions, des services, des technologies ou toute une combinatoire de ces nouvelles idées, dans le but de proposer des choses innovantes, c'est-à-dire qui peuvent permettre de lever un certain nombre de verrous qui sont identifiés dans des marchés, qui sont identifiés au niveau de certains risques commerciaux, au niveau de nouvelles technologies, de valorisation de brevets. Ces différents appels à projets sont relativement larges. On a également mis dans la présentation, on ne va pas la détailler tout de suite, on pourrait y revenir si vous avez quelques questions. Jérôme, en introduction, l'a précisé, on ne pourra malheureusement pas répondre de manière très spécifique si vous avez des questions d'éligibilité des dossiers. Néanmoins, si des grandes questions sur la compréhension de certaines thématiques, on pourra y revenir pendant les questions. Tous ces 3 appels à projets ont exactement les mêmes modalités aujourd'hui et chacune a donc une page internet dédiée. Vous avez également les liens juste après. Donc, on peut passer à la page d'après, s'il vous plaît, pour avoir les conditions de ces appels à projets. Aujourd'hui, on a donc des structures partenariales qui sont soit monopartenaires, donc un partenaire seul, ou jusqu'à 5 partenaires, partenaires étant bien des demandeurs d'aide. Le budget minimum pour être éligible à ces appels à projets d'ETIGA, c'est un seuil de 2 millions d'euros. Ce seuil projet, il faut le comprendre comme le budget du projet qui est prévu, le projet étant entendu comme du moment où vous posez la première brique de votre projet jusqu'à la fin de la phase de démonstration. Par exemple, si vous avez un projet de création de services, c'est les premières ventes de services. Si jamais vous avez un projet, par exemple, industriel de construction d'usine, le projet s'entendrait non pas comme les 10 ans ou 15 ans d'exploitation de votre usine, mais comme le moment où vous commencez à concevoir votre usine jusqu'à la fin de sa réalisation et éventuellement quelques mois de tests et de rodage. Ça peut donc être un projet, par exemple, de 1 an et demi, 2 ans, voire 5 ans. Et non pas les 10 ans d'exploitation. Donc, il n'y a pas de confusion aujourd'hui entre les deux. On a aujourd'hui, en termes de dépenses qu'on dit éligibles, ce sont les dépenses sur lesquelles on va appliquer un taux d'aide. Vous voyez une matrice aujourd'hui qui est en fonction de la taille des entreprises et en fonction donc de certaines natures dont on pourrait considérer les aides, savoir, le projet, pardon, si on peut considérer qu'il est collaboratif ou non collaboratif, et en fonction d'un certain nombre de régimes d'aide qu'on peut utiliser. Là, c'est un peu plus technique. On pourra également y revenir un peu plus tard si vous avez des questions spécifiques. Sur cette dépense totale du projet, on va donc retrancher des dépenses non éligibles. On va sur les dépenses éligibles appliquer un régime d'aide avec un taux.
Et ce calcul se fait pour chaque entreprise d'un projet. Donc pour une entreprise qui a un projet qui aurait 3 entreprises, chacune des entreprises aura donc son calcul pour le montant d'aide auquel elle peut prétendre, qui est un montant théorique qu'elle devra justifier au cours du projet. Comment ça se passe pendant le projet? Il y a un versement au démarrage du projet de 15% maximum au moment de la contractualisation, et ensuite un versement intermédiaire à chaque étape clé, EC pour l'acronyme. Les étapes clés sont des moments contractuels, généralement c'est annuel, et on réserve 20% du montant des aides au solde du projet. Pour vous donner quelques peut-être visibilité sur le processus, généralement lorsque le dépôt qui peut être fait au fil de l'eau, lorsqu'un dossier nous est déposé complet, on regarde rapidement sous quelques jours la bonne complétude des pièces. Ce dépôt se fait sur la page internet du site de l'appel à projet. Vous avez en haut à droite un lien qui vous emmène sur la plateforme qui vous permet de déposer le projet. Ensuite, nos équipes, nous récupérons le fond de dossier. Nous avons 3 mois, généralement, c'est 3 à 4 mois, c'est le délai de réponse pour avoir une proposition ou non de financement. Plus en détail, comment ça se passe? Sur ces 3 mois, nous avons, nous en interne, un certain nombre d'étapes à franchir avec notre comité de pilotage qui est composé des différents ministères. C'est une action d'État aujourd'hui, le programme d'investissement d'avenir. Et donc, nous opérateurs ADEME, devons préparer un dossier d'investissement sur la base des documents avec une analyse que nous soumettons à ce comité de pilotage qui suit ou qui statue sur la proposition qui est faite. Sur ce délai de 3 mois, ensuite débute, lorsque le projet a été proposé pour financement, une phase de contractualisation qui, elle aussi, prend généralement 2-3 mois. Et à l'issue de ça, donc, la phase, je dirais, contractuelle du projet commence, bien que les dépenses restent éligibles à partir du dépôt du dossier complet. Ensuite, lorsque le projet va avancer, que tout va se passer comme on le souhaite, va arriver le temps de remboursement des avances remboursables. Vous l'avez peut-être vu rapidement dans la phase des dépenses, l'essentiel des aides est versé sous forme d'avances remboursables. Il est possible de demander soit 100% d'avances remboursables, soit généralement 2/3 d'avances remboursables et 1/3 de subventions. À chaque fois qu'il y a un versement d'aide, c'est toujours la même quantité d'avances remboursables et de subventions. Il n'est pas possible de dissocier les deux et de demander que de la subvention d'abord et de l'avance remboursable après ou l'inverse. C'est forcément toujours une part d'avance remboursable et de subvention ensemble. Quand l'avance remboursable a été versée, elle ne devient exigible, c'est-à-dire pour un retour à l'ADEME et à l'État, que lorsque le projet atteint un certain nombre de succès. On vous a donné un exemple qui est l'exemple, je dirais, le plus classique. On propose soit des succès, par exemple, sur le premier euro de chiffre d'affaires fait par le projet, ou alors à l'avancement projet, et le reste des avances remboursables sont à rembourser lorsqu'il y a un succès commercial qui est défini au moment de l'instruction du projet. Dès lors que ces critères ont été atteints, les entreprises doivent rembourser. Pas forcément dans la seconde, c'est toujours échelonné, prévu de manière à ne pas non plus mettre en péril les entreprises. On a aussi bien des grands groupes que des petites entreprises, que des moyennes entreprises. À chaque fois, on essaie de faire une proposition qui va permettre aussi également de permettre à l'entreprise sa croissance. Je veux bien la page suivante, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'aujourd'hui le programme et l'ADEME évaluent ces projets? On vous a parlé des questions d'éligibilité, c'était bien les 2 millions pour le seuil projet, mais on a un certain nombre de critères qu'on regarde en détail également. Le premier, c'est on doit pouvoir caractériser le degré d'innovation du projet. Pour ça, on utilise une méthode d'analyse à la fois de maturité, on regarde souvent les niveaux de TRL, il faut qu'en fin de projet, on puisse avoir un TRL élevé, 8 à 9, parce qu'on vise forcément une commercialisation. Un projet qui s'arrêterait à une phase de R&D et qui n'envisage pas de business model ou de plan d'affaires associé à son projet serait, je dirais, fortement pénalisé. On a également une notion de verrou. Le verrou, c'est donc en constatant par un état de l'art qu'il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui sur un secteur, sur un marché, des choses qui sont problématiques, dès lors que le projet propose des solutions nouvelles que la concurrence n'a pas pu encore offrir, ces verrous, la levée de ces verrous, c'est une définition même de l'innovation pour nous. Et l'intérêt de travailler avec cette définition des verrous, c'est que ça permet de bien légitimer justement ce caractère innovant. Vous avez des verrous technologiques, vous avez des verrous opérationnels, vous avez des verrous réglementaires, un certain nombre de choses. L'ensemble de ces verrous à lever, pour nous, va caractériser l'innovation du projet. On va regarder également la capacité financière et opérationnelle de l'acteur ou des acteurs qui portent le projet.
il y a une règle fondamentale, là encore c'est une règle européenne, on doit pouvoir constater que le projet est suffisamment doté financièrement et que chaque acteur a les capitaux propres nécessaires pour soutenir le projet. On a une règle du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on ne pourra verser au cours du projet 1 euro d'aide que si l'entreprise dispose de 1 euro de capitaux propres. Ces capitaux propres, c'est constitué donc de capital social, de la réserve légale, des éventuels reports à nouveau qui viendraient augmenter ou baisser ce capital, ces capitaux propres. On a également des comptes courants d'associés bloqués pendant la durée du projet. Et aujourd'hui, ce sont les seuls éléments que nous prenons en compte. Donc, certains acteurs ont parfois des obligations convertibles, ont parfois des prêts ou d'autres choses. Tous ces éléments-là ne rentrent pas pour nous en ligne de compte dans les capitaux propres. C'est pas la définition que nous retenons. Et donc, il faut que si le projet a des ambitions, je dirais, fortes et va donc avoir des aides qui peuvent se chiffrer en centaines de milliers, voire millions d'euros, il faut donc que les porteurs puissent envisager, dans certains cas, d'avoir un certain nombre de montants importants. Je crois qu'on a sauté une page un tout petit peu plus rapidement. Merci. On a également l'impact social filière. Le projet doit pouvoir estimer combien d'emplois vont être créés et maintenus au sein même de sa structure, mais également éventuellement des emplois indirects. On a également une problématique de territorialité des travaux, c'est-à-dire que c'est un programme d'État qui vise à soutenir des entreprises françaises. L'important est que les retombées économiques bénéficient d'abord au territoire français. Donc ça, c'est un point important. Des projets à l'export peuvent être tout à fait envisageables, mais il faut que l'ingénierie reste idéalement en France. On puisse avoir donc c'est un investissement qui est fait par l'État. Cet investissement, l'objectif, c'est qu'il puisse bénéficier au territoire français. L'impact environnemental également, c'est important d'estimer quelles sont les réductions de CO2 envisagées et ou tout autre gains environnementaux, que ce soit des problématiques d'économie, de matière, d'énergie. Sur les impacts économiques, enfin, le chiffre d'affaires doit être estimé à l'horizon 5 ans. Il faut bien qu'on ait une explication de différenciation par rapport à la concurrence. Quand on parle de la concurrence, c'est pas uniquement sur la technologie qui peut être proposée, par exemple, c'est vraiment sur l'offre. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous dira je construis telle technologie qui est meilleure que mon voisin, peut-être, mais si jamais quelqu'un propose d'attaquer un marché ou des consommateurs ou un gisement de matière qui aujourd'hui est déjà exploité, la concurrence sera peut-être avec des technologies très différentes. Et nous, c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est de comprendre aujourd'hui dans quel environnement concurrentiel se positionne l'acteur. Et enfin, la réplicabilité du projet. L'objectif, je dirais, pour une grande partie des projets, c'est de pouvoir ensuite grandir, être répliqué à l'échelle du territoire, répliqué éventuellement à l'export. Quand on parle de réplication, si jamais il y a des usines qui sont construites à l'échelle nationale, qui vont consommer des gisements qui soient régionaux ou nationaux, voire même transfrontaliers, la logique de réplicabilité est un peu différente. Là, on essaiera plutôt de voir l'ampleur qu'a le site ou l'ambition du projet. Je veux bien la page suivante, s'il vous plaît. On a donc fait un panorama, je dirais, assez rapide, là, en une demi-heure, des différentes actions d'Etiga surtout. L'idée étant maintenant de passer plutôt à des choses qui sont de l'ordre de l'information pour vous, des liens et des ouvertures possibles après un projet PIA. Adem Investissement, Astrid l'a évoqué, est une société qui est donc, comme son nom ne l'indique pas forcément, indépendante de l'Adem. Il y a bien donc le président de l'Adem qui est au directoire d'Adem Investissement, mais c'est également directement le SGPI. Et cette société aujourd'hui vise à prendre en fonds propres. Généralement, il n'y a pas de projet qui soit financé en même temps par le PIA et par Adem Investissement. Quand je dis le PIA, pardon, c'est des actions d'Etiga. Il y a généralement une temporalité. C'est d'abord plutôt un projet PIA qui va dérisquer un certain nombre d'éléments. Et dès lors que le projet se présente à un stade de maturité suffisant pour être considéré comme une première commerciale sans risque résiduel essentiellement technologique, alors Adem Investissement peut envisager, sur la base d'un business plan, je dirais, un peu plus avancé encore peut-être que ce qu'on pourrait avoir nous, en tant qu'investisseur avisé, pourrait envisager d'investir en tant qu'en equity directement dans les projets, souvent en tickets minoritaires, en des tickets de 3 à 5 millions. Si vous avez d'autres questions, vous avez mis les contacts de l'équipe d'Adem Investissement, donc de Karim Merel, la directrice générale, et d'Alexandre Wagner. Merci. Sur les liens et contacts, vous avez ici des liens donc, qui sont actualisés. Vous avez le concours Innov qui se clôture aujourd'hui le 12 mai à 12 h sur la plateforme. Anticipez toujours un petit peu, c'est des clôtures informatiques sur des plateformes. Il y a des fois un petit peu d'engorgement au niveau de la plateforme, même si on essaie de dimensionner au mieux. Ça peut essayer d'anticiper au moins de 12 heures, voire une journée. Sur les actions démonstrateurs, on vous a remis également les différents liens. Et pour chacun, vous avez des boîtes mail dédiées.
c'est nous qui sommes directement derrière, donc on répond directement et ensuite on peut engager les contacts qui vont nous permettre de pouvoir avancer et vous répondre. Dans ces échanges, c'est important pour nous, très important, parce que dans les appels à projets, il y a toujours une phase qu'on annonce de pré-dépôt. Ce pré-dépôt, c'est un moment privilégié qu'on a surtout dans les actions d'ETIGA, les AAP démonstrateurs, un peu moins dans le concours innovation pour des questions de volumétrie, c'est beaucoup plus difficile. Ce temps de pré-dépôt, il est basé sur une annexe type, un document qui est déjà formaté, qui vous permet de vous guider dans la formalisation des informations de votre projet. Ça nous permet d'avoir une lecture assez rapide de votre projet et son adéquation avec ce qu'on attend pour le cahier des charges. L'intérêt, c'est qu'assez rapidement, quand vous nous envoyez ce support, on est capable de vous faire un point téléphonique et de vous faire un retour précis sur est-ce que ce projet, on pense qu'il a un bon potentiel pour les investissements d'avenir. C'est pas parce qu'un projet n'est pas malheureusement retenu qu'il n'est pas un bon projet. Est-ce que dans ce cas-là, si ce projet devait être retenu, est-ce qu'il y a des choses peut-être à ajouter? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses qu'il faut absolument mettre en avant et qui sont déjà présentes? Ça, c'est des choses très intéressantes pour nous et je pense pour vous aussi, ça nous permet de bien préparer un dépôt de dossier. Pour en savoir plus, vous avez donc sur le site de l'ADEME un certain nombre d'informations et de documentation. Vous avez donc ce livret qui fait 6 pages, qui vous récapitule ces différents appels à projets. Vous pouvez télécharger ça directement sur le site de l'ADEME. On vous a mis le numéro de référence quand vous allez sur les liens de la médiathèque. Vous avez également un contact auprès de la communication et RDI. Et enfin, sur la dernière page, vous avez donc un certain nombre d'éléments sur la médiathèque ADEME. Vous pouvez retrouver un ensemble de bilans, d'informations sur le PIA en tant que tel, mais également des thématiques un peu plus spécialisées, que ce soit récemment sur le véhicule connecté, la navette autonome, le transport ferroviaire guidé, les véhicules routiers à moteur thermique et d'autres bilans qui avaient déjà été réalisés. Tout est disponible en téléchargement sur le site de l'ADEME. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut revenir maintenant, que ce soit sur les éléments peut-être de modalité, que ce soit sur les éléments de processus, que ce soit sur les questions peut-être des critères d'évaluation ou d'autres questions que vous auriez par ailleurs. Je vous remercie. Merci Astrid et Mathieu. Alors j'ai eu, désolé, j'ai eu le touchpad qui est très sensible, donc je suis passé une slide un peu rapidement. C'était pas volontaire, c'était j'ai frôlé mon touchpad. Voilà, tout simplement. On va attaquer effectivement la partie des questions-réponses, alors qui commence déjà à être nombreuses, et tant mieux. Le webinaire est fait pour ça aussi. Est-ce qu'une collectivité est éligible à cet appel à projet? Dans le sens européen, elles sont considérées comme grandes entreprises. Qu'en est-il sur cet appel à projet? Aujourd'hui, une collectivité, je vais répondre en deux temps. Une collectivité, ce n'est pas aujourd'hui la priorité généralement de nos appels à projets. Je m'explique. On vise d'abord des entreprises qui vont promouvoir des services. Il peut arriver dans le cadre de certains projets qu'une collectivité soit associée en tant que partenaire ou non financé. Pour nous, la logique de partenaire, c'est généralement un demandeur d'aide. Donc, dès lors que la collectivité va assumer un certain nombre de coûts, on va regarder quel est son intérêt au projet. Quand on dit qu'elle va assumer un certain nombre de coûts, c'est qu'elle va peut-être financer en partie certains équipements, certains investissements. Quelle est la nature de l'aide auquel elle pourrait prétendre? Soit elle peut prétendre effectivement à une aide plutôt en avance remboursable, parce qu'on va la considérer comme une entreprise, c'est-à-dire qu'elle va avoir un intéressement quelque part à l'investissement qu'elle va faire. L'intéressement, ça va être soit de toucher des contreparties financières, soit peut-être même de générer du chiffre d'affaires pour elle. C'est pas toujours facile de concilier les deux. D'avoir une aide uniquement en subvention, pour nous, c'est réservé au monde de la recherche et des laboratoires. Donc, je dirais qu'une entreprise en tant que telle collectivité pourrait être éligible. Ça se fait relativement rarement parce qu'on en voit moins dans le cadre de nos projets, parce qu'en fait, c'est pas réellement la destination, le type d'acteur préféré, je dirais, de ces appels à projets. Non pas qu'on souhaite pas voir les collectivités, souvent c'est très intéressant qu'elles soient présentes dans les projets parce que dans certains projets de filière ou de territoire, leur rôle est nécessaire. Néanmoins, elles arrivent à trouver des fois des compléments de financement, que ce soit par le conseil régional, soit par d'autres éléments, mais pas forcément directement par le financement de l'appel à projet. Merci Mathieu. Y a-t-il des pourcentages d'implication minimum et maximum par partenaire dans un projet? On a aujourd'hui... Vas-y Astrid, tu voulais répondre. Oui, non, alors donc pour les seuils globaux, vous avez entendu donc
de 2 millions, 2 millions de coût total minimum pour voilà pour le total projet. Néanmoins, en fait, nous ce qu'on regarde, c'est que chaque partenaire n'est pas en dessous de 200 000 euros d'aide financière. Donc à partir de 200 000 euros d'aide financière, voilà, on considère que le coût de gestion est vraiment trop élevé pour pouvoir mettre en place une convention. Donc c'est ce qui un peu oriente un petit peu notre voilà on va dire le périmètre des projets en tout cas. Voilà, si tu veux compléter, Mathieu. Effectivement, comme l'a dit Astrid, c'est 200 000 euros à peu près d'aide, ce qui se traduit généralement par à peu près 400 000 euros de coût projet, de budget projet par acteur. Ce montant-là est effectivement ajusté en fonction des taux d'aide, mais c'est plutôt un usage, je dirais, des bonnes pratiques. On ne l'a pas mis en tant que tel, il n'est pas présent en tant que tel en dur, en tant que critère dans l'appel à projet, mais c'est quand même un usage qui est relativement fort et déjà bien installé, je dirais, dans les appels à projet. Très bien. Quels critères définissent une ETI, une entreprise de taille intermédiaire? Aujourd'hui, on se base sur la réglementation européenne, qui est donc un peu différente de l'ETI française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux catégories. On est soit en termes de PME, soit en termes de grands groupes. Les PME, ça va donc être jusqu'à 250 personnes avec un bilan de 43 millions d'euros. Et dès lors qu'on dépasse ce stade, on peut être effectivement en France une ETI. Nous, on va directement faire basculer les entreprises qui sont plus grandes que des PME dans la catégorie des grands groupes. Et donc, la notion d'ETI en tant que telle n'existe pas dans nos appels à projets. Si vous êtes une ETI aujourd'hui, vous basculez directement dans la catégorie des grands groupes. Merci. Quel est le taux actuel des avances remboursables? Alors, vous avez en fonction de votre catégorie d'entreprise, donc vous pouvez choisir soit un mix 100% avance remboursable, soit un mix subvention AR, sachant que les taux de financement sont légèrement bonifiés pour donc, les projets qui demandent 100% d'avance remboursable, avec des taux de financement, donc comme vous le voyez sur la slide, qui peuvent varier entre 25% et 60% en fonction du caractère collaboratif du projet et donc du choix subvention avance remboursable. Alors, on n'a pas parlé de la notion de caractère collaboratif. Elle découle de deux critères, en fait. Donc, soit on est dans une configuration avec que des entreprises et parmi lesquelles figure au moins une PME et aucune entreprise ne doit supporter plus de 70% éligible du projet. Donc ça, c'est une première configuration. Et deuxième configuration, si on est avec une entreprise et des organismes de recherche, donc là, la collaboration, elle est donc effective lorsque les organismes de recherche supportent au moins 10% des coûts admissibles du projet et ont droit de publier les résultats également de leur recherche propre. Donc voilà, soit l'un ou soit l'autre pour pouvoir bénéficier des taux bonifiés. Je complète peut-être un petit peu. Il y a également au niveau des avances remboursables, je crois que j'avais également, il y avait différents taux possibles. Les avances remboursables aujourd'hui, elles sont octroyées avec des modalités de remboursement en deux temps. Quand on parle de remboursement de plus 100 points de base, c'est-à-dire qu'on se base à chaque fois sur le taux de la Commission européenne au moment de la contractualisation, enfin, au moment de la décision du Premier ministre, qui est un des éléments qu'on peut avoir. Aujourd'hui, sur le site de l'Europe, ce taux est à moins 0,31. C'est-à-dire que vous êtes à moins 0,7% en termes de taux d'actualisation. Vous passerez donc ensuite à 3,70% à peu près, 3,69% pour le taux d'actualisation. À chaque fois, ces taux, ils sont réévalués mensuellement. Et donc, nous, on a des règles qui nous disent c'est plus 100 points de base par rapport au taux de la Commission européenne ou plus 400 points de base. Je dirais que pour le premier seuil de remboursement, effectivement, on est inférieur à 1, c'est plutôt intéressant plus le temps passe. À l'inverse, le taux pour le remboursement est plus élevé pour le deuxième seuil. Pourquoi cela peut-être? Effectivement, certains pourraient réagir en disant que c'est plus cher peut-être que certains crédits bancaires.
Par contre, je l'ai peu évoqué encore, mais j'attendais les questions. Aujourd'hui, on a une notion de partage du risque, c'est-à-dire que ces taux sont effectivement prévus, ces modalités de remboursement sont prévues pour partager le risque entre l'État et le porteur de projet. Dès lors que le porteur s'engage, je dirais, dans le projet, l'État s'engage à octroyer une aide théorique. Ces aides vont les verser au fur et à mesure. Si jamais à un moment, pour X ou Y raison, le porteur se désengage, il y a donc un arrêt de la convention. Le reste à bénéficier en termes d'aide ne sera pas versé. Par contre, il y aura un certain nombre d'aides également remboursables qui, du coup, peuvent peut-être parfois ne plus être à rembourser. Si jamais le projet n'atteint pas ses succès, un certain nombre donc, de montants d'avances remboursables sont convertis en subventions. Et ce partage de risque est ajusté au moment de l'instruction avec les porteurs de projet. Voilà, et je compléterai en disant que c'est vraiment une spécificité du programme d'investissement d'avenir, puisque voilà, la prise en charge du risque. Et si votre projet n'aboutit pas à un succès technique et commercial, comme l'a dit Mathieu, eh bien la partie AR est généralement transformée en subvention, ce qui est la grande différence avec un financement de type secteur privé aussi. Merci. Dans quelle mesure il peut y avoir compatibilité des financements ADEME avec d'autres financements publics, type BPI France, type aide régionale par exemple? Alors, donc nous, on va regarder vraiment déjà le périmètre du projet. Donc, il peut avoir, sur le même périmètre de dépenses, il peut avoir un cumul potentiel dans la mesure où on ne dépasse pas les taux maximum autorisés par la Commission européenne. Donc, il se peut, hein, des fois on le voit très fréquemment, un projet qui a déjà postulé. On vous demande toujours dans le dossier de candidature d'indiquer les demandes d'aide que vous avez réalisées pour ce projet précisément. Et donc, c'est toujours au dernier financeur à qui incombe la tâche de vérifier que le cumul d'aide n'est pas dépassé. Voilà, alors c'est vrai que nous, généralement, sur nos appels à projets, on est généralement au taux maximum de la Commission européenne, mais ça peut dépendre, donc il peut des fois avoir des cumuls. Et voilà, et après, sur des assiettes différentes, là, ça ne pose pas de problème particulier. Merci. Est-ce qu'on a une idée du taux de succès, alors peut-être avec des appels à projets démonstrateurs antérieurs? Quel est le taux de succès globalement? Alors, c'est une question assez difficile. Alors, on a assez peu de chiffres. Sur le concours, je peux peut-être parler du concours. On a généralement un taux de succès de 25 à 30%. Ce qui est quand même assez élevé au regard d'autres appels à projets, notamment européens. On a des beaux taux de succès. Ce que je peux dire en complément, c'est que les projets, on n'en a pas parlé, mais des projets labellisés par des pôles de compétitivité ont généralement un bien meilleur taux de succès puisqu'ils font ce travail bien également de défrichage avec les porteurs de projets en amont et ils connaissent parfaitement les règles des appels à projets. Donc, on encourage fortement à tourner dans un premier temps vers un pôle de compétitivité. Puisque c'est voilà, une sécurité, enfin un gage de bonne qualité sur le fond et la forme, et on obtient des taux de l'ordre de 50% de taux de succès sur les projets labellisés. Voilà. Sur les appels à projets démonstrateurs, c'est vraiment très, ça dépend énormément de paramètres. Si tu veux dire un mot, Mathieu. Effectivement, sur les appels à projets démonstrateurs, on a cette logique de pré-dépôt, c'est-à-dire que dès lors que le projet va se préparer à déposer officiellement avec l'ensemble des pièces demandées, on a ces étapes de pré-dépôt qui nous permettent, je dirais, de préparer les porteurs à bien comprendre les attendus, à bien préparer la manière de présenter leur projet, parce qu'il y a, je dirais, une difficulté qui est de présenter le projet aussi bien à des experts qui vont évaluer le projet, il y en a donc à l'ADEME, il y a des expertises qui sont réalisées, mais également aux différents des ministères qui ont des personnes expertes mobilisées, mais pas uniquement. Et donc, il faut arriver à être suffisamment pédagogue et à bien rappeler que les intérêts et le pourquoi du projet. C'est une certaine forme de narration des projets.
les documents permettent d'aider à le faire, mais souvent ce pré-dépôt permet d'améliorer ou d'aider autant que possible. Du coup, le taux de succès pour les projets d'ETIGA, on peut viser, et on souhaiterait viser idéalement le 100%. Dès lors qu'un projet, on est tout au vert pour le déposer, c'est généralement parce qu'on pense qu'il y a un intérêt. Quand en amont du pré-dépôt, on n'est pas suffisamment à l'aise, opérateur, nous, ADEME, pour justifier le projet, on essaie de mettre toutes les précautions. Certains porteurs souhaitent tout de même déposer, et c'est leur droit. Les comités de pilotage a également son avis sur certains projets. Et donc, on n'a évidemment pas un taux de 100% aujourd'hui, mais on a un taux qui est très élevé de succès. Très bien. Est-ce qu'un même démonstrateur, qui aurait donc plusieurs phases de développement, peut-il être soutenu plusieurs fois par le PIA? Aujourd'hui, on a, je dirais, ça dépend comment on considère le projet. Nous, on va généralement, je vais commencer par ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas aider à la notion d'industrialisation. C'est-à-dire que quand un projet, je vais prendre l'exemple d'une technologie ou d'une usine qui serait installée, quand ce projet est développé, quand les premières briques de l'usine est construite et que les premières pièces ou produits sont sortis d'usine. On a cette phase de démonstration qui est déjà réalisée. Si jamais le projet vise à démultiplier en parallèle ou en série un certain nombre d'autres lignes de production, le PIA s'arrête parce que c'est aujourd'hui plus l'action d'ETIGA qui va pouvoir aider à cette industrialisation. Ça pourrait peut-être être ADEME Investissement, on l'a évoqué, si l'usine doit se constituer et que c'est une première commerciale. Si un projet, par contre, visait plusieurs étapes, qu'aujourd'hui, il y avait donc effectivement une première innovation majeure avec un certain nombre de verrous à lever, ce projet a été financé et est arrivé à son succès. Si plus tard, ce projet s'intégrerait dans un autre, je dirais d'autres briques, bon, je suis un peu conceptuel là, parce qu'il y a tellement d'exemples possibles aujourd'hui et je pense tellement d'interlocuteurs. Je reste dans le monde plutôt industriel, mais c'est un exemple qui peut aussi se proposer avec du service. Dès lors que ce premier projet qui aurait été financé peut être réutilisé ou, j'irais, amélioré dans un écosystème qui, lui, va déposer un nouveau projet, on ne va pas financer la même chose, ça, on ne pourra pas le faire. Mais par contre, on pourra éventuellement, un même acteur pourra redéposer un nouveau projet pour aller plus loin ou pour faire quelque chose d'autre. Très bien. Voilà, et c'est d'ailleurs ce qu'on vise un petit peu avec le concours d'innovation et les appels à projets d'ETIGA, c'est bien un continuum de financement et pour que les entreprises déposent un premier projet au concours et ensuite déposent la suite avec un projet plus ambitieux, peut-être multipartenaire, à un appel à projet d'ETIGA. Très bien. Alors j'ai fusionné plusieurs questions là pour en formuler qu'une seule. Est-ce qu'un partenaire non français peut être éligible et financé? Alors, pas sur le concours d'innovation, puisque ce sont des entreprises immatriculées en France qui sont éligibles avec un CABIS qui peut être fourni. Pour les appels à projets démonstrateurs, on vise avant tout la territorialité des dépenses. Donc, ça peut être une entreprise étrangère qui présente une filiale sur le territoire français. À partir du moment où elle démontre que les dépenses sont réalisées en France, que les mois sont réalisés en France, eh bien, effectivement, les dépenses peuvent être éligibles. Très bien. Mais on est bien d'accord, le porteur doit être impérativement français à minima, en tout cas avec une implantation physique et une activité en France. Une filiale d'une entreprise étrangère peut être financée. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il existe une définition spécifique de l'ADEME sur les capitaux propres? Alors, donc, comme Mathieu l'a expliqué, donc c'est vraiment la ligne DL de votre liasse fiscale. Donc la ligne capitaux propres, auxquels s'ajoutent les comptes courants d'associés bloqués durant le projet. Et donc, on demande nécessairement une convention de blocage qui stipule les conditions. Et à votre question, effectivement, je dirais, c'est notre définition. La notion de capitaux propres, elle peut être à géométrie un peu variable, un peu. Il y a un certain nombre d'éléments, je parlais tout à l'heure des obligations converties, par exemple, sont des choses que nous ne prenons pas en compte. Donc, on restera bien sur capital social, réserve légale, report à nouveau et compte courant d'associés bloqués pendant la durée du projet.
Très bien. Est-ce qu'il existe un plafond de dette max dans le cadre de l'appel à projet, donc cet appel à projet? Sur cette notion de dette, tu veux répondre? Non, vas-y, Mathieu. Sur cette notion de dette, on va regarder la santé financière de l'entreprise. Pardon, Mathieu, je me suis mal exprimé. C'était un plafond d'aide maximum. Pardon. Sur le projet en lui-même, non, c'est moi qui ai mal, qui est un peu bafouillé. On a parlé de minimum 2 millions. Est-ce qu'il y a un maximum qui est fixé, même s'il n'est pas forcément indiqué Alors 2 millions, c'est le coût projet. 2 millions, c'est le coût projet et le maximum, ce sera les taux, donc les taux qui sont possibles, autorisés avec la Commission européenne. Donc les taux que vous avez affichés sur la slide. Donc il faut bien avoir en tête, voilà, vous présentez un coût projet. Sur ce coût projet, l'ADEME donc analyse les coûts éligibles et non éligibles. Donc typiquement tout ce qui va être dépenses de marketing, tout ce qui est dépenses de communication, études de marché, homologation, tout ce qui ne sert pas réellement à lever des verrous, en fait, va être classé soit en non éligible, enfin en non éligible. Et sur cette enveloppe-là, l'ADEME applique en fonction donc, de votre typologie d'entreprise et du choix de la nature de l'aide choisie, le taux de l'appel à projet, ce qui vous permet d'aboutir à un taux d'aide potentiel que vous pouvez également mettre dans vos plans de financement. Voilà. Très bien. Pour aller Donc, sur ce taux d'aide, vous avez toujours donc soit 100% d'avance remboursable, soit un mix subvention et avance remboursable. Il y a un élément pour la fourchette, je dirais, haute. Aujourd'hui, effectivement, on dit que c'est à partir de 2 millions d'euros. On laisse les porteurs venir. On a eu des projets qui dépassaient, qui avoisinaient la centaine de millions d'euros. Sur ces montants de coût projet, effectivement, on doit toujours déterminer ce qui peut être éligible ou pas et un certain nombre de choses. Je dirais, sur les chiffrages des projets, il y a deux choses qui peuvent aider les porteurs à borner quelque part leur projet. Il y a la version sécurisée, ce que j'appellerais, c'est quand ils peuvent avoir un certain nombre de devis, ça leur permet de savoir quels est les montants minimums dont ils vont avoir besoin. Mais souvent, on est tellement en amont de projet que cette notion de devis, elle n'a pas de sens. C'est des estimations plutôt des prises de renseignements ou d'autres choses. Et donc, la fourchette haute, c'est prendre suffisamment de contingence, parce que le budget du projet sur lequel on va se baser pour calculer l'aide ne pourra pas être révisé pendant le projet. Dit autrement, on va se baser a priori sur les montants qui sont présentés par le porteur. Si jamais c'est insuffisant au cours du projet, on ne pourra pas mettre de rallonge. Aujourd'hui, on ne renégocie pas la convention et le montant d'aide. Si jamais le projet coûte plus cher et qu'il y a un manque à gagner quelque part ou un manque à financer, le porteur devra aller chercher de la dette, du prêt bancaire, d'autres pistes de financement. Si jamais, au contraire, il surenchérit son budget projet, on pourrait être amené à considérer que ce budget projet est surdimensionné et ça pourrait pénaliser quelque part l'entrée en instruction du projet. On peut estimer que ce projet est aujourd'hui trop cher pour les objectifs qu'il poursuit et que le programme n'envisage pas de se lancer dans l'instruction ou le financement d'un projet au vu de ce que ça coûte par rapport à ce que ça peut rapporter à la société française. Très bien. Y a-t-il un TRL minimum requis pour candidater à l'appel à projet démonstrateur? Et également, est-ce qu'il y a une durée minimum ou maximum? Et puis peut-être je rajoute un complément, parce que c'est une question qui arrive après, peut-être de redéfinir rapidement ce qu'est cette notion de TRL. Aujourd'hui, effectivement, la notion de TRL, on en parle, mais elle n'est pas en tant que telle écrite dans les appels à projets. La notion de TRL, c'est Technology Readiness Level. C'est une matrice qui est maintenant bien, je dirais bien partagée. C'est une notion qui permet d'évoquer ce que, par exemple, est une idée, quand on part d'un concept à une idée, jusqu'à arriver à la réalisation d'un produit fini. Donc, on peut avoir l'idée, par exemple, de revaloriser une matière pour la traiter. On peut avoir l'idée de créer un nouveau service. Dès lors qu'on a des personnes qui répondent à des appels à des clients et qu'on a un flux de matière, un flux financier entre des personnes et qu'on est dans la vie réelle, dans l'économie, on est arrivé à la TRL 9. Entre les deux, on va passer par une succession d'étapes. On va passer par un pilote. Alors après, il y a du vocabulaire que nous, on fixe aussi. On va passer, par exemple, par un premier prototype. On peut avoir ensuite un pilote. Généralement, quand on arrive à l'échelle du pilote, on est à l'échelle plutôt 6-7.
Je parle pas trop d'avant parce que pour nous, c'est déjà presque trop amont. Donc, à la question, quel est le plus bas TRL qu'on envisage, je dirais que la réponse qu'on fait est un peu différente. Est-ce que le porteur peut arriver à peu près en 5 ans, arriver à TRL 9? C'est plutôt la question à laquelle on souhaite une réponse. Si on part de suffit trop loin, en 5 ans, ça va être trop juste pour arriver à un TRL 9. Et nous, c'est bien la commercialisation que nous visons. Donc, c'est bien le critère important, c'est ce qu'on pourra arriver à commercialiser. TR 8 ou 9, c'est des démonstrateurs, c'est des objets industriels qui sont à l'échelle 1, généralement. Donc, un projet doit plutôt arriver à un TRL 9 et idéalement dans les 5 ans pour que raisonnablement le modèle d'affaires puisse être évalué. Merci. Sur la capacité financière attendue, là on a parlé de 1 pour 1, qui est le grand classique. Alors, on déborde un petit peu de la thématique du webinaire du jour, mais est-ce que pour Innov, c'est même chose? Alors pour le concours de gestion Innov, donc au moment où vous déposez votre demande d'aide, donc on évalue la capacité financière à porter le projet et les perspectives de commercialisation. Donc on regarde le niveau des capitaux propres. Il faut savoir que vous avez un délai de 5 mois à partir de la date de contractualisation pour pouvoir présenter le niveau de capitaux propres, donc au moins égal à la première tranche d'aide. Donc sur la première tranche d'aide du concours Nation Innov, elle est un petit peu plus élevée. Elle peut aller jusqu'à 70% du montant de l'aide dans une limite de 200 000 euros. Donc au maximum, vous devez présenter 200 000 euros de capitaux propres dans les 5 mois à l'issue de la contractualisation. Et donc ensuite, vous avez des versements intermédiaires et le versement final. Et donc là, vous devrez présenter en cumulé, c'est-à-dire que si au versement intermédiaire, vous avez en cumulé 350 000 euros d'aide avec les 200 000 euros d'avance, eh bien, vous devez présenter à l'étape clé intermédiaire les 350 000 euros de capitaux propres pour pouvoir que l'ADEME débloque ce financement. Et au solde, si vous devez recevoir une aide totale de 400 000, eh bien, ce seront ces 400 000 euros qui seront vérifiés au solde. Merci. Mathieu, je crois que vous voulez rajouter quelque chose. Oui, c'est vrai pour toutes les règles d'État, c'est vrai pour les appels à projets de TIGAL, concours Innov, et c'est vrai pour également les aides du programme d'investissement d'avenir de tous les autres opérateurs. Cette règle du 1 pour 1, nous aujourd'hui, elle nous est imposée. Merci. Est-ce que l'habitat intelligent inclusif participatif est bien évidemment durable, peut être éligible à Innov et ou à l'appel à projet des démonstrateurs? Alors, en tant que tel, je dirais le vocabulaire qui est utilisé, pourquoi pas? Oui, parce que ça fait partie, je dirais, des grandes thématiques. Par contre, dans le détail, un projet, je dirais, on préfère définir le projet par ses verrous. C'est-à-dire que quels sont aujourd'hui les verrous qui sont développés dans le cadre du projet? Si jamais il n'y a plus de verrous en tant que tel sur la réalisation de ces nouveaux types d'habitat, et que c'est essentiellement de l'investissement aujourd'hui, je dirais que s'il n'y a pas de verrou, pour nous, il n'y a plus de notion d'innovation. Donc, même si la thématique peut être pertinente dans le cadre du projet, le cœur du sujet du projet qui nous serait déposé, lui, par contre, serait plus éligible. Donc, à ces questions d'éligibilité, on est toujours assez embêté en tant que tel parce qu'on n'a pas les fondamentaux du projet, ce qui peut être fait. Donc, je dirais, a priori, probablement, mais il faudrait qu'on en sache plus. Là, j'invite le porteur ou les porteurs qui ont posé ces questions à nous contacter sur les boîtes mail. Sur ces sujets-là, si jamais c'est vraiment plus les thématiques a priori bâtiment, aujourd'hui, ça serait plutôt SEVTD, a priori, qui serait l'appel à projet. Et là encore, il faut voir comment c'est fait. Si jamais c'est plutôt la problématique de réutilisation de matière en vue de produire ces habitats, ça serait plutôt ECEI. Si jamais on parle d'habitat issu de la production de la bioéconomie, parce que c'est des habitats réalisés avec des productions plutôt végétales ou des mix entre production minérale, production végétale, dans ces cas-là, ce serait peut-être BioAm. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de réponses possibles en fonction de la nature du projet et des détails qu'on pourrait avoir par ailleurs. Le pré-dépôt est généralement l'occasion de répondre à ces questions. Très bien. Sur la slide justement qui est affichée, à nouveau une question sur la partie ETI. On voit que c'est des régimes d'aide différents avec des taux d'intervention qui varient. En fait, est-ce qu'il y a une définition d'ETI? Par exemple, on voit souvent moins de 2000. Est-ce que c'est cette définition-là qui est appliquée dans le cadre de l'appel à projet démonstrateur?
Pardon, le micro était coupé. Aujourd'hui, pour répondre à la question sur la taille des entreprises, nous, sur la règle sur laquelle on se base, je disais, on est une moyenne entreprise jusqu'à moins de 250 salariés et avec un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros à l'année et un bilan annuel inférieur à 43 millions d'euros. Ça, c'est la règle, la règle des PME qui est valable aussi bien en France et en Europe. Ensuite, on a une notion de règle d'ETI qui existe en France. Moi, j'ai expliqué qu'on se basait sur la règle européenne. C'est-à-dire que dès qu'on a dépassé les montants que je vous ai évoqués, on est considéré comme une grande entreprise, qu'on soit une ETI ou réellement une grande entreprise. Très bien. Les laboratoires publics de recherche sont-ils éligibles comme partenaires? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, je suis bien sûr d'avoir Est-ce bien que, entendu. est-ce que les laboratoires de recherche publics sont éligibles en tant que partenaires dans le cas d'appel à projet démonstrateur? Bien sûr. Généralement, comment ça se passe? C'est plutôt les entreprises qui vont présenter un projet et qui vont être ce qu'on appelle nous coordinateurs, c'est-à-dire qu'elles vont, avec des mandats de la part des différents partenaires qui sont donc d'autres demandeurs d'aide. Ces autres partenaires, ça peut être d'autres industriels qui vont construire leur offre et des laboratoires publics. Et dans ces cas-là, il y a un mode de financement pour ces acteurs-là qui est un tout petit peu différent. On va généralement plutôt les aider exclusivement en subvention. Là, effectivement, sur les dépenses éligibles, on a plutôt ciblé les propositions qui sont faites aux entreprises, mais les laboratoires publics sont bien éligibles. Dès lors qu'il y a 10% de dépenses éligibles du budget porté par des acteurs de type R&D, c'est un des critères qui permet d'appeler le projet collaboratif. Quand on parle collaboratif, c'est pas simplement être deux, c'est des règles un peu plus quantitatives. Il faut être effectivement au moins deux, mais soit il y a au moins 30% des coûts portés par des PME dans le projet par rapport à le reste des coûts portés par des grands groupes, et ou il y a 10% des coûts portés par des laboratoires publics. Voilà, Très et en bien. complément sur les taux, sur les organismes de recherche, donc soit ils peuvent choisir, hein, soit on est à 100%, donc systématiquement en subvention, et soit on est à 100% donc des coûts marginaux, donc spécifiquement dédiés au projet, soit 40% des coûts complets. Très bien. Admettons, l'entreprise, au moment du dépôt, n'a pas la capacité financière demandée. Est-ce que lorsqu'elle démontre que les actions vont être mises en place pour atteindre ces capacités financières en cours de projet, est-ce que ça, c'est des éléments qui sont pris en considération lors de l'évaluation? Alors, oui, tout à fait. Donc, en fait, vous pouvez joindre à votre dossier toutes les lettres d'intérêt. Si vous êtes en levée de fonds, tous les voilà, les diligence, enfin, tous les éléments tangibles qui permettent à l'ADEME d'apprécier la pertinence du plan de financement et sa réalisation. Et après, ça peut être tout à fait les conditions de réalisation peuvent être des jalons, ensuite des conditions suspensives au versement. Typiquement, on peut conditionner le premier versement de la première tranche d'aide à la relation effective de la levée de fonds en cours. C'est généralement ce qui se pratique pour que nous, on ait sécurité et puis que le projet puisse se faire en fait. Très bien. Alors, sur les versements des aides, puisqu'on voit qu'il y a sur la slide justement qui apparaît à l'écran, il y a versement des aides. Est-ce que c'est des versements qui sont individuels ou est-ce qu'il y a un versement global vers le coordinateur ou porteur de projet qui ensuite lui-même fait les versements? C'est des versements individuels, c'est-à-dire chaque entreprise, chaque partenaire possède donc une convention bilatérale avec l'ADEME. Et donc cette convention met en place les règles de versement. Et donc donc vous avez plusieurs versements dans le projet. Généralement un à dépôt, enfin à l'issue de la contractualisation, un versement à chaque étape clé. Donc des étapes clés, c'est des rendez-vous essentiels où l'ADEME
évalue l'atteinte donc des objectifs techniques. Et donc, à l'issue de ces étapes clés, elles sont jugées comme soit dépassées ou non. Si elles sont dépassées avec succès, on déclenche le versement, donc bilatéral à l'entreprise, sachant que donc les dépenses qui sont remontées à travers un état récapitulatif des dépenses, où l'entreprise met toutes les dépenses de son projet sur la période évaluée. Et donc, c'est à partir de ça où le taux de financement s'applique. Et naturellement, sur ces états récapitulatifs de dépenses, les ERD, l'ADEME va également refaire ce travail d'évaluation de coûts éligibles ou non éligibles. Sachant que donc l'aide qui vous est octroyée est une aide globale, c'est un droit à une aide globale. Et ensuite, ce qui fait foi, c'est bien les états récapitulatifs que vous remontez donc chaque année du projet. Et un état récapitulatif donc final est remonté en fin de projet et permet d'évaluer s'il y a eu un trop perçu. Voilà. Est-ce que tu souhaites On n'a pas entendu la fin de votre intervention, Astrid. Pardonnez-moi. Je disais qu'en fin de projet, un état récapitulatif final permet voilà, d'évaluer s'il y a eu un trop perçu ou non, voilà, sachant qu'on essaie toujours de garder quand même 20% en fin de projet pour ce dernier versement, pouvoir financer les dernières dépenses en fait. Merci. Lorsqu'on parle de démonstrateur, est-ce que c'est impérativement démonstrateur échelle 1 ou est-ce que ça peut être une autre échelle inférieure à 1 de fait? Il faut que ça soit suffisamment représentatif de l'usage qui sera fait ensuite dans le cadre commercial en fait. Il faut qu'il y ait une représentativité des volumes, des volumes produits. Et puis, il faut surtout qu'il n'y ait pas de travaux de R&D encore trop importants à l'issue de, on va dire, ce démonstrateur. C'est-à-dire que, voilà, on parle souvent de scale-up, de mise à l'échelle. Il faut que la période à l'issue de ce démonstrateur et jusqu'à la commercialisation, il faut que les verrous soient quand même encore pas trop élevés en fait. Donc c'est surtout ça qu'on va juger pour évaluer le risque ou non que le démonstrateur atteigne sa cible, atteigne ses clients en fait. Pour répondre peut-être dans le monde industriel, si on est dans le monde du service, je dirais que le service, il peut pas généralement être dégradé avant d'être commercialisé. Si on parle d'un objet fini, ça peut la conception je prends un exemple et ça va être un téléphone, même si aujourd'hui c'est peut-être pas le meilleur exemple. On ne peut pas envisager d'avoir un prototype à commercialiser. Donc là, pour ces objets-là, le niveau de TRL il va être assez élevé. Le démonstrateur, il va être à l'échelle 1. Dans le monde plus industriel, si jamais on est capable de traiter peut-être déjà 10 000 tonnes dans l'année et que l'objectif final c'est de traiter 100 000 tonnes, si déjà la production de ces 10 000 tonnes permet de montrer qu'on peut arriver à la production d'un produit fini attendu par les clients et qu'on peut dégager un premier revenu, alors oui, cette échelle qui n'est pas encore l'échelle 1, qui est peut-être une échelle à un dixième, un centième, ça dépend des contextes, on peut l'envisager. Mais comme l'a dit Astrid, l'important va être de bien expliquer quelles sont les marches à franchir pour la mise à l'échelle qui pourrait arriver après. Il ne faut pas que ces marches-là soient trop grandes, sinon ça peut être bloquant. Très bien. Est-ce qu'un syndicat professionnel au sens filière, hein, je suppose, peut être partenaire du projet? En tant que tel, encore, c'est essentiellement les entreprises qui sont la cible. Le syndicat professionnel, on va s'intéresser, est-ce qu'il est capable ou non de présenter un modèle d'affaires associé à ses investissements? Si oui, on va plutôt le considérer comme une entreprise et donc lui appliquer les règles des entreprises. Si jamais il n'a pas de modèle d'affaires directement associé et que c'est une action de promotion, je dirais, d'un certain nombre de choses et qu'il souhaite lui investir pour différentes raisons, mais il n'a pas de modèle d'affaires associé, on aura plutôt du mal à le financer. Donc généralement, on voit peu ou très peu
Moi, je suis arrivé au milieu du programme. Je n'ai pas encore forcément un historique complet, mais je n'ai pas de souvenir d'avoir vu des syndicats professionnels dans les projets. Ah, très bien. Est-ce qu'un démonstrateur peut être numérique? Alors, je sais pas si c'est au sens d'une maquette ou est-ce que c'est le livrable? Je sais pas. J'ai pas de précision sur Dans, la question. dans certains cas, on a, comme je disais, l'important, c'est les verrous. Dès lors qu'on nous propose, par exemple, un nouveau service, il arrive effectivement souvent que le verrou à lever, ça soit la mise en place d'une plateforme numérique, ça soit un service entre des utilisateurs, entre une plateforme et des utilisateurs pour constituer de la donnée et proposer des services sur ces données. Donc oui, les modèles numériques peuvent être proposés, mais quand je dis modèle numérique, on va plutôt aller jusqu'à la plateforme ou au service. Il faut vraiment arriver à quelque chose qui soit développé et opérationnel. Très bien. Des questions sur la partie plus formulation des dépenses. Pour les ERD et ERF, quels justificatifs sont à joindre et comment se déroulent les audits éventuels? Pardon, je reviens juste une seconde sur les aspects Pardon. numériques, parce que je pense que c'était important. Les sujets qui sont, je dirais, strictement d'ordre numérique, c'est-à-dire que le verrou à lever est une problématique numérique, c'est généralement BPI France qui est l'opérateur destiné pour ces sujets-là. Si par contre vous avez une problématique, je dirais plutôt terrain, parce que vous arrivez aujourd'hui à identifier des gisements de matière à revaloriser, quand vous avez une problématique aujourd'hui pour arriver à proposer un nouveau service, peut-être de définition, de mesure de l'impact environnemental qu'une entreprise ou des particuliers pourraient avoir. Dès lors qu'il y a une application qui concerne les thématiques des appels à projets de l'ADEME et que le verrou à lever passe par le développement d'une plateforme informatique, c'est bien un moyen en soi et pas une finalité. Dans ces cas-là, c'est bien les appels à projets des tickets de l'ADEME qui sont intéressants. Et donc, je suis désolé, je ferme la parenthèse. Vous avez une question sur les ERD? Mais c'était important de préciser, Mathieu, donc il n'y a pas du tout d'inquiétude. Oui, sur les ERD et les ERF, quels justificatifs sont à joindre et également comment se passent les éventuels audits? Alors, il y a c'est une signature, un commissaire au compte demandé sur les états récapitulatifs intermédiaires. Donc, il n'y a pas de justificatif spécifique à remonter, à joindre, en fait, hein, puisque c'est la signature du CAC, en fait, hein, que l'on regarde. Très bien. Alors ça, c'est hors appel à projet démonstrateur, mais est-ce que la date de l'appel à projet flash déchets du bâtiment est bien décalée au 30-10? Alors, je vous propose qu'on remette est-ce qu'on peut remonter au calendrier, s'il vous plaît? Celui-ci, Astrid? Voilà, tout à fait. Alors, attendez, Ça, moi, je peux peut-être t'aider, ouais, Astrid. je visualise pas là. Vas-y. Sur la page, effectivement, on a surtout décalé, je dirais, dans les dates à mai, c'est-à-dire que la clôture intermédiaire de cet appel à projet flash déchets du bâtiment, aujourd'hui, il n'est pas encore été envisagé de décaler la clôture finale. Très bien. À nouveau des questions sur ETI, puisque dans le tableau figure il y a une distinction, une différence d'intervention entre ETI et grand groupe. Lors de l'étude du dossier, qu'est-ce qui va distinguer en disant bah, là vous êtes dans la case ETI ou dans la case grand groupe? Puisque ça a une incidence sur le taux d'intervention de l'ADEME. Hop, je me remets sur cette slide-là. Voilà. Pour nous, ETI égale grand groupe. Donc effectivement, oui, pardon, ok, je comprends, excusez-moi, parce qu'on a effectivement la distinction sur les dépenses éligibles. La seule chose que vous voyez, on a en fait en taux d'aide vis-à-vis de l'Europe, vous constatez que nous avons les mêmes taux d'aide. Par contre, c'est effectivement au niveau de la répartition entre 80% d'avances remboursables et par rapport à 20% de subventions, on a donc un certain nombre de critères. Là, on se base sur les règles françaises. Très bien. Hop. Est-ce que globalement, la crise sanitaire actuelle aura des impacts sur les différents appels à projets? A priori, on a déjà traité cette question-là, à moins que vous souhaitiez, Astrid et Mathieu, rajouter un point, mais on peut considérer qu'elle est peut-être traitée. Au niveau de la crise aujourd'hui, on a côté ADEME, je dirais côté État, une continuité de service. On traite toujours de la même manière les projets qui nous arrivent. Au niveau des dates des appels à projets, effectivement, il y a eu dans certains cas, quand on
on a estimé que c'était nécessaire ou possible de décaler une date parce que ça pouvait répondre à certains besoins. Généralement, les dates sont quand même maintenues pour l'instant. On demandera, je dirais, le même niveau d'exigence aux porteurs sur les documents à nous fournir. Par contre, effectivement, il se peut que dans certains cas, pour pour l'évaluation des business plans, je pense évidemment ça peut bousculer un peu certaines prévisions. Et ça, on essaiera au maximum d'en tenir compte. Très bien. Lorsqu'on a un projet qui touche deux thématiques, par exemple système énergétique et économie circulaire, comment fait-on pour connaître la thématique la plus porteuse? Alors, est-ce que la plus porteuse, c'est-à-dire celle qui augmente les chances de succès? Je ne sais pas. En gros, comment on fait pour orienter le discours vis-à-vis de thématiques sur lesquelles on est finalement présent? C'est vraiment l'usage final qui sera fait de la solution qui sera mise en œuvre en fait, hein. À quel besoin répond la solution. On regarde surtout vis-à-vis de l'unité d'œuvre finale. Très bien. Après, pour vous, après, je veux dire, pour le porteur, c'est un petit peu transparent aussi, parce que si voilà, on est une équipe, des investissements d'avenir, donc si on prend contact avec les équipes économie circulaire, on peut tout à fait, enfin, on se réoriente les projets et après on prend directement contact avec le porteur, donc faut pas qu'il y ait trop de crainte vis-à-vis de ce risque de tromper ou pas de thématique en fait, hein, puisque nous, voilà, en pré-dépôt, notre travail, c'est justement de vous orienter en mieux vers l'appel à projet en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des critères d'ancienneté sur la création des startups ou est-ce que la création du startup peut faire partie du projet en tant que tel? Alors, si je suis répondre pour le concours d'innovation, il faut vraiment que l'entreprise soit créée, donc avec un cabis, qu'elle soit immatriculée. Ça, c'est vraiment une nécessité, en fait, hein, enfin, une condition d'éligibilité. Pour les appels à projets démonstrateurs, est-ce il peut y avoir un petit peu plus de souplesse, puisqu'en fait, les temps de construction de projets sont quand même plus longs. Quoi qu'il en soit, au moment de la contractualisation, que l'entreprise dispose d'un tel. Pour compléter un peu ce que dit Astrid, effectivement, il arrive dans certains cas que l'entreprise qui souhaite, je dirais, développer le projet, il se peut dans certains cas que ce ne soit pas celle qui va porter la marque ou la commercialisation du nouveau service ou du produit. Ça peut être ensuite des sociétés de projets qui pourraient être créées ou une nouvelle société qui sera créée à ce moment-là. Ça peut être des fois des projets un peu plus complexes. Concours innovation, c'est généralement, on demande que ça soit plus, je dirais, plus direct. C'est-à-dire que l'entreprise qui dépose le projet est celle qui va porter le projet dans les 36 mois pour arriver à aboutir au maximum à la réalisation du projet. Côté démonstrateur, c'est quand même plus simple en général quand l'entreprise a déposé le projet puisqu'on établit les conventions au numéro de SIRET qui nous a été présenté. Si on doit changer le SIRET, ça peut arriver et c'est arrivé, mais dans ces cas-là, ça nécessite des avenants et autres. On ne demande pas forcément la capitalisation tout de suite au moment du dépôt. On comprend très bien pour plusieurs raisons que des fois la structure va être immatriculée. Généralement, par contre, de déposer quand même d'obtenir ce cabis, même si on met très peu de capitaux, c'est des choses qui peuvent être faites assez rapidement. Ça permet ensuite de démarrer toutes les discussions à la convention avec cet acteur, même si on sait que derrière, c'est un groupe ou une entreprise qui ont les capitaux et qui prévoit de créer la structure. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des pénalités si jamais un lauréat, alors lauréat, on va peut-être dire porteur et ou partenaire, se désiste en cours de réalisation du projet? En tant que tel, lui ne bénéficiera plus des aides auxquelles il pouvait prétendre. Si les conditions de son désistement, je dirais, ne sont pas des conditions qui sortent de ce qui était prévu par la convention, on pourra lui demander d'avoir éventuellement à rembourser les aides qu'il aurait perçues. Si jamais ça fait part de difficultés qu'il rencontre et qui étaient prévues dans la convention, dans ces cas-là, il conserve les avances remboursables et les subventions qu'il aurait pu avoir par ailleurs. Et donc les pénalités, elles sont essentiellement, je dirais, pour le projet en tant que tel. Est-ce que son départ du projet met ou pas en péril pour le reste des acteurs? Est-ce que les autres acteurs peuvent continuer le projet sans lui? On essaie d'ajuster au mieux. Ça arrive parfois. Mais en tant que tel, les seules pénalités qu'il pourrait y avoir, c'est quand il y a
une décision unilatérale d'un acteur de sortir du projet, il peut être amené dans ces cas-là à avoir à rembourser une partie des aides qu'il aurait pu percevoir. Très bien, merci. Est-ce que pour une startup, si elle commence la commercialisation pour effectuer des tests grandeur nature, mais ne vise la rentabilité qu'après 3 à 5 ans, est-ce que ça rentre dans le scope de l'appel à projet? Pour les appels à projets d'ETIGA, je vais dire oui, ça peut rentrer. La question, c'est que si la rentabilité, effectivement, on a des modèles d'affaires comme ça. Si le modèle d'affaires était absolument très rentable, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de risque dans le projet, j'aurais tendance à suggérer à cette startup de plutôt aller voir une banque, ça sera, je dirais, peut-être plus simple. Quand il y a un risque un peu plus important et que c'est bien adapté aux thématiques des appels à projets, on peut soutenir ce type de risque. Comment ça va se passer en pratique? On va aider l'entreprise, la startup à monter son projet d'un point de vue financier. Quand le projet sera terminé, il y aura effectivement de premiers éléments de commercialisation, d'un premier revenu de chiffre d'affaires. Ça peut, dans ce cas-là, être une première condition de succès en disant cette entreprise a atteint les premiers euros de chiffre d'affaires. Elle aura à rembourser. Alors, il faudra ajuster au bon moment pour qu'elle puisse rembourser sans se pénaliser elle-même. Et si jamais sa rentabilité, elle doit être prévue à plusieurs années, il se peut qu'on décale le remboursement de 1, 2 ou quelques années après l'atteinte d'un succès et que ça soit échelonné sur 2, 3, 4 ans. Donc là encore, on essaie de trouver au mieux des conditions qui vont permettre à l'entreprise de rembourser, je dirais, le plus sereinement possible ses avances remboursables. D'accord, très bien. Il faut bien distinguer en fait un complément, il faut bien distinguer le fait déclencheur. Donc le fait déclencheur qui peut être le premier euro de chiffre d'affaires, qui peut être un seuil de chiffre d'affaires cumulé, du remboursement effectif. Il y a toujours un temps de latence, généralement 2 ans, entre le déclenchement, la constatation du fait déclencheur et puis le remboursement effectif pour donner justement un petit peu de répit au plan de trésorerie des entreprises. Très bien. Est-ce qu'on a une idée du nombre de projets qui sont attendus sur cet appel à projet? Alors, sans avoir un caractère prémonitoire, mais peut-être sur l'histoire des appels à projets antérieurs démonstrateurs. On est sur quelle volumétrie finalement? Je crois que c'est la question qui est posée. C'est une question qui est pas simple parce que c'est ouvert sur quand même un temps très long. Et ce VTD était ouvert sur 2019. Là, on a réouvert sur 2020. Je pense qu'on peut viser une dizaine de projets financés sur la période 2020. Mais voilà, c'est un petit peu au vu de l'expérience qu'on a eue sur les précédents appels à projets, mais il n'y a pas vraiment de chiffres. Et surtout, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de. C'est dans le sens où il ne faut pas réfléchir en termes de limitation de budget. On prend vraiment les meilleurs projets, voire même des projets qui peuvent traiter de la même thématique. Donc, n'ayez pas de crainte sur les sujets de quotas, de budget, etc. Pour compléter ce que dit Astrid, effectivement, le DETIGA, ce n'est pas un concours, comme le concours innovation, comme c'est indiqué dans son nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence, je dirais, directe entre les projets. Sur le concours, il y a effectivement un tunnel de sélection qui fait qu'on a ce taux de sélection qui avait été évoqué de 25-30%. Pour les appels à projets d'ETIGA, on parle de dizaines de projets déposés sur les appels à projets. Il faut savoir c'est plutôt dans l'ordre de la centaine de prises de contact qui sont pris en amont, et effectivement pour aboutir à ces dizaines de projets. Donc c'est pas une notion de sélection qui est faite en amont, mais c'est plutôt une notion d'échange. Certains partenaires se rendent compte que leur projet n'est pas forcément adapté à ce dispositif, ou alors qu'ils sont pas encore assez matures pour déposer. Des fois, on a des échanges qui durent sur une année. On rencontre des porteurs et c'est finalement 1 an plus tard qu'ils déposent. Donc on a comme ça, en glissant, je dirais en permanence, une dizaine de projets qui sont déposés. Merci. Est-ce qu'on a une idée des types de projets qui sont attendus dans le domaine de l'eau, par exemple? Alors, dans le domaine de l'eau, ça peut être l'analyse de la qualité de l'eau. Ça peut être beaucoup de sujets de capteurs. Après, tout dépend si on vise le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau. Petit cycle, ça sera plutôt ECEI. Grand cycle de l'eau, ça sera plutôt bio-environnement, l'appel à projet bio-environnement.
voilà, c'est très large. Si tu souhaites compléter, Mathieu, sur l'eau, qui est plus ton domaine. Effectivement, quand on parle de petit cycle, est-ce que c'est je dirais, une utilité dans les projets et une matière à protéger, ou est-ce qu'on la considère comme un système qui a des interactions avec d'autres systèmes? Quand on est dans le petit cycle, effectivement, inconsommable, c'est plutôt de l'efficience industrielle, éventuellement un certain nombre de. Est-ce qu'on va parler de pompes? Est-ce qu'on va parler d'hydraulique? Est-ce qu'on va parler d'un certain nombre de traitements, je dirais, de cette eau, d'utilisation? Ou est-ce qu'on est plutôt en train de parler de valorisation, protection de l'eau, un certain nombre d'éléments? On est là-dessus très ouvert. Comme on l'a dit, les appels à projets sont génériques. Il faut plutôt que les porteurs nous expliquent bien quels sont les verrous qu'ils souhaitent lever dans le cadre de leur projet en lien avec l'eau. Merci. Il y a une question sur l'appel à projet. Alors, je pense qu'il y a une faute de frappe de la question, mais c'est sur un projet innovant H2. Est-ce que ce qui est affiché à l'écran, c'est le bon calendrier? Parce que je crois que précédemment, on avait indiqué à venir. Donc, qu'est-ce qu'il en est concrètement sur l'agenda, sur H2? On reprend, voilà, donc en fait, c'est bien noté dans le calendrier AMI, projet innovant H2. C'est-à-dire que c'est l'AMI, donc appel à manifestation, qui est piloté par le secrétariat général pour l'investissement, le SGPI. Donc ce n'est pas un appel à projet en soi, il n'y a pas d'enveloppe de financement derrière, c'est bien un moyen d'identifier des projets structurants qui vont permettre de définir les critères d'un futur appel à projet qui n'est pas encore publié. Donc vous avez eu sur cette AMI une clôture au 15 avril, donc on a reçu une centaine de projets, et donc il y a une deuxième clôture pour les projets d'envergure européenne le 30 juin prochain. Très bien. Donc, ce n'est pas un appel à projet en soi. L'appel à projet n'est pas encore sorti sur les sujets H2. Très bien. Comme les évaluations se font au fil de l'eau, est-ce qu'il y a un risque de ne pas être financé quand on approche de la date butoir? Alors, on a marqué en amont, voilà, il y a toujours quand même, je dis, il n'y a pas de budget, mais il y a et surtout des réorientations budgétaires sur lesquelles on n'a absolument pas la main. Donc ça, on est malheureusement, si on nous dit bien que les enveloppes sont dédiées à d'autres priorités, notamment voilà, les priorités actuelles. Voilà, la date du 20 janvier, on me dit, elle pourra être clôturée de façon prématurée. Mais voilà, ce qu'on invite, on invite naturellement les porteurs à se rapprocher et bien le plus rapidement possible des équipes de l'ADEME. Très bien. Comment procéder pour prédéposer un dossier? Est-ce qu'il y a un protocole bien particulier? Donc voilà, le protocole est expliqué, c'est donc prendre contact avec via la boîte mail de l'ADEME, donc déjà télécharger le dossier, naturellement le cahier des charges, le lire, ce qui est important. Et ensuite, poser vos premières questions. On a une série de premières questions, voilà, description du projet, verrou à lever, marché, concurrence. En fonction de ça, nous, on évalue si on va plus loin en vous demandant l'annexe 2 à compléter, qui est le format type de pré-dépôt. Donc, c'est une dizaine de slides qu'on vous demande de compléter et qui fait l'objet après d'une réunion physique. Enfin physique si c'est possible, ou téléphonique, hein, avec un instructeur de l'ADEME et un ingénieur pour pouvoir vous challenger sur les aspects techniques. Et donc, c'est vraiment à la base cette annexe 2 pour pouvoir vous guider sur le dépôt officiel qui a lieu généralement dans le mois ou dans les les semaines, ça dépend de la temporalité, mais l'idée, c'est qu'il y ait un échange préalable et ensuite vous déposez officiellement votre projet sur la plateforme de dépôt. Parfait. Est-ce qu'il y a des exemples de projets déjà financés sur des appels à projets antérieurs, par exemple dans le domaine de l'alimentation, soutien à la valorisation des productions locales? Alors, je vais dire un mot, puis tu compléteras sur chaque projet
On vous entend plus, Astrid. Excusez-moi. Chaque projet financé fait l'objet d'une fiche de communication, une fiche lauréat, que vous retrouvez sur le site de l'ADEME. Alimentation, dans le domaine de l'alimentation, sur le concours d'innovation, sur les vagues précédentes, vous aviez France Agrimaire qui était opérateur avec un certain nombre de projets alimentation. Donc, je vous invite à aller voir les recueils de lauréats des concours d'innovation vagues 1, 2 et 3. Si tu souhaites compléter, Mathieu. Non, tu as tout dit, c'était comme ton micro commençait à couper. Donc les fiches lauréats, et vous avez également le concours innovation qui est avec un certain nombre de documentation plus spécifique sur ces lauréats. Très bien. Il y a une question qui revient, plusieurs questions d'ailleurs, mais est-ce qu'il y aura a priori une vague 6 du concours Innov? Et si oui, est-ce qu'il y a des thématiques qui sont déjà en discussion? Alors là, c'est peut-être trop tôt pour en parler, mais je vous laisse la parole. Alors, la vague 6, elle est prévue. Le concours d'innovation, c'est un dispositif qui fonctionne très bien. On a déjà 4 vagues de financés. Donc, il est prévu d'avoir une vague 6. Après, avec quelle thématique et quelle temporalité? Donc là, on l'a fait débuter a priori à partir de juillet. On ne sait pas encore, c'est provisoire. Hein. Mais en tout cas, la vague de l'été, normalement, donc ouvre toujours début juillet. Là, sur les thématiques, les ministères se posent la question de faire un petit peu un recouvrement peut-être avec les thématiques de la vague 5 pour que les entreprises qui naturellement n'ont pas pu, enfin certaines n'ont pas pu forcément déposer ou ne pourront pas déposer pour le 12 mai compte tenu des conditions actuelles, puissent quand même avoir une fenêtre de tir sur la vague 6. Donc ça, c'est ce qui est en pourparlers actuellement. Merci. Et une dernière question, puisqu'on approche, on a même dépassé les 11h30, mais dernière question, qui m'a fait plusieurs questions. Est-ce qu'il est possible de dire 2 mots sur l'appel à projet transport, donc ADEIP, et notamment sur est-ce qu'il y a un agenda à venir pour le prochain appel à projet? Alors là, on est donc ADUIP, on est sur là pour le coup des niveaux de TRL un petit peu plus amont, avec des projets nécessairement collaboratifs. On n'en a pas parlé puisqu'on on va être honnête, on n'a absolument pas de visibilité sur une réouverture des sujets mobilité et transport. Voilà, sachant que voilà, les sujets mobilité et transport, vous les avez aussi dans la vague 5 du concours d'innovation. Donc pour les PME qui voudraient déposer, elles ont cette possibilité. Après, pour les consortiums d'entreprises, aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations à ce stade. Merci beaucoup. Ça vient clôturer ce webinaire. Alors Astrid, Mathieu, si vous souhaitez ajouter un mot avant de clôturer, mais sachez que vous avez la possibilité de revoir ce webinaire. Il y aura un lien de replay qui va vous être envoyé, tout comme un questionnaire de satisfaction, et également bien entendu la présentation qui sera disponible, et vous aurez toutes les coordonnées des intervenantes du jour. On a beaucoup de merci qui tombent, et merci à vous et merci surtout à Astrid et Mathieu. Je vous laisse le mot de la fin. Oui. Alors, un point peut-être d'éclairage, parce que cette question est beaucoup venue. On n'a pas forcément été clair sur les ETI. Donc, effectivement, elles sont considérées comme des grandes entreprises pour la Commission européenne. C'est pourquoi vous avez les mêmes taux que pour les grandes entreprises. Néanmoins, il y a des pourcentages, donc des possibilités de pourcentages différents. Et c'est bien entre 250 et moins de 5000 salariés et un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros et un total bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Donc ça, c'est important, c'est une précision qu'on n'avait pas dit. Pour la conclusion, écoutez, merci beaucoup. Voilà, on espère que vous voir nombreux à ces réunions de pré-dépôt et puis n'hésitez pas, encore une fois, donc on est une équipe de l'ADEME, on travaille avec tout un écosystème, avec des ingénieurs spécialisés dans vos thématiques. Donc, on est là pour vous orienter dans vos dépôts de projet. Donc, écoutez, bonne continuation et puis donc à très vite par échange.
Merci à tous encore. Pour les plus observateurs, vous avez peut-être remarqué que le logo de l'ADEME a évolué au cours du temps, mais là très récemment, il a changé. On s'appelle maintenant ADEME et Agence de la transition énergétique, la transition écologique. Et donc ce changement de nom, c'est aussi pour accompagner, je dirais, toutes les réflexions qui sont en cours sur une société plus bas carbone, plus résiliente. Ces questions-là, elles sont aussi assez prégnantes en ce moment. Les actualités le montrent, hein. On se pose quand même beaucoup de questions. Les porteurs de projets, à juste titre, s'interrogent et sont parfois peut-être inquiets. Nous, le fait d'avoir aussi des mentions de projets, des perspectives de projets qui pourraient être déposées, c'est un message qu'on peut faire passer également et qui remonte au niveau des ministères qui sont très attentifs au type de projet qui arrive. Et je dirais que le fait de se projeter, de nous faire part des intentions de projet que vous pourriez avoir, ça nous permet également de faire passer ces messages pour envisager peut-être dans les prochains mois qui arrivent des perspectives ou des chemins d'accompagnement pour vous. Merci beaucoup, Astrid, Mathieu. Il y a plein de remerciements et je crois que vous avez réussi à galvaniser les troupes, pardon. Donc, attendez-vous à avoir plein de projets à évaluer. Super. Merci à vous, bonne journée et bon confinement. Merci bien. Bonne journée Au à revoir. tous. Au revoir.